pendant vous rouler nous ka rouler. Martinique, levez debout pour chimère. Humanité et justice nous les nous debout, jodi nous péquer la Martinique, levez debout pour chimère. C'est pas la pitié nous commander, c'est tout le respect nous les souler. Martinique, levez debout pour chimère. Martinique c'est où qui fait ses ailes, Martinique c'est où qui fait fanon. Martinique, levez debout pour chimère. C'est devant nous caler, c'est rouler nous ka rouler. Martinique, levez debout pour chimère. Histoire nous c'est nous qui camatier, histoire nous c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour chimère. Pour riche nous donne qui ka lever, Martinique contre nous chimère. Martinique, levez debout pour chimère. Wa couleur pour même pays, drapeau c'est à Martinique. Martinique, levez debout pour chimère. Levez debout ensemble, Martinique pour c'est un grand pays. Martinique, levez debout pour chimère. Martinique, Martinique semblait pour nous river. Martinique, levez debout pour chimère. Martinique, il est pour nous sembler. Martinique, levez debout pour chimère. Oui, Martinique contre nous chimère. Martinique, levez debout pour chimère. C'est aller nous ka aller, c'est pour la victoire nous ka aller. Martinique, levez debout pour chimère. Respect c'est sa peuple à commander, Martinique c'est sa Martinique. Martinique, levez debout pour chimère. Quand il arrive ici tranquille, politique la descend à donner. Martinique, levez debout pour chimère. Pas meilleur pays dans la mamaille, c'est un pays qui nous conçut au miel. Martinique, levez debout pour chimère. Pour riche nous donne qui ka vini, Martinique contre nous chimère. Martinique, levez debout pour chimère. Ni l'année, genoux bouchés, mais j'en dis nous la vérité. Martinique, levez debout pour chimère. Martinique, c'est la Martinique. Martinique, levez debout pour chimère. Histoire nous c'est nous qui camacher, histoire nous c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour chimère. C'est pas la pitié nous commander, c'est tout le respect nous les souler. Martinique, levez debout pour chimère. Ouais, c'est respect nous commander souple. Martinique, levez debout pour chimère. Martinique, c'est la Martinique. Martinique, levez debout pour chimère. Ouais, Martinique on nous reste soudés. Martinique, levez debout pour chimère. Oui, Martinique contre nous chimère. Martinique, levez debout pour chimère. Martinique, levez debout trouver chimère. Oui, Martinique contre nous chimère. Martinique, levez debout pour chimère. Histoire nous c'est nous qui camacher, histoire nous c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour chimère. Histoire nous c'est nous qui camacher, histoire nous c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour chimère. Pour riche nous dame qui ka lever, Martinique montre nous chimère. Martinique, levez debout pour chimère. Oh, Martinique semblait pour nous river. Martinique, levez debout pour chimère. C'est devant nous caler. Bonjour Théo et bienvenue donc à Steve Wilfried Moumangui, donc qui est poète, écrivain, philosophe, éditeur, que nous avons déjà eu la joie d'accueillir l'année dernière à notre printemps des poètes et que nous invitons aujourd'hui
dans l'émission Tambou Mon Maille Levé, qui a lieu tous les vendredis de 15h à 16h sur Radio Fréquence Paris Pluriel, à l'occasion de la parution de son nouveau recueil Cahier d'adieu à la mélancolie, paru aux éditions Quinfri-Stannaise. Et nous avons le privilège, n'est-ce pas, Steph, de vous recevoir en avant-première dans l'émission. C'est le cas. C'est le cas. Alors, je vais vous présenter, mais vous pourrez tout à fait participer donc à cette présentation. Et ensuite, bien évidemment, nous parlerons donc des cahiers d'adieu à la mélancolie. Alors, à l'âge de 25 ans, je commence votre arrivée à Paris pour retourner en arrière, parce que, je sais pas, j'ai trouvé que c'était comme ça, que ça me plaisait. Donc vous arrivez donc à l'âge de 25 ans donc à Paris. Vous aviez déjà le rêve, enfin à Paris, en France, et vous aviez déjà donc le rêve par toutes vos lectures donc de venir donc en France. Mais en même temps, vous quittiez votre pays, vous quittiez votre village, vous quittiez votre famille. Et c'était donc le problème du déracinement. Alors, pour commencer, donc le début, vous êtes petit. Vous vivez donc dans votre village, vous êtes né à Mouila. Oui, c'est ça. Au bord du fleuve Gougnier. Langougnier, ouais. Et en fait, vous vivez donc c'est à la campagne, donc il y a les paysages, il y a les odeurs, les couleurs. Votre papa est instituteur, Ouais. et votre maman donc est très proche de vous, de vos frères et de vos sœurs. Donc là, tout se passe une belle enfance puisque vous allez chasser. Oui. Et puis en compagnie de vos ancêtres, en fait, c'est de vos grands-parents. De votre grand-mère, si je me rappelle Les bien. deux, le grand-père et la grand-mère. Et la grand-mère. C'est la Donc, grand-mère qui revient souvent. et la grand-mère qui revient souvent. Et c'est comment? Je sais pas, c'est une enfance privilégiée, je dirais. Une enfance bien. ordinaire. Une enfance ordinaire. Oui. Et alors là, donc, on parle, va y avoir une cassure, une coupure, parce que vous allez devoir aller dans une grande ville, la capitale, c'est ça, Libreville, Oui, pour poursuivre vos études, pour entrer donc au lycée. c'est ça. Et là, eh bien, ça vous peine. Ça vous peine. Et vous commencez donc à lire et à écrire. Mais vous écriviez déjà petit. Oui, j'écris déjà. Vous écriviez déjà. Je lis déjà Mais- aussi, oui. Mais là, vous allez découvrir tous les écrivains donc français, entre autres. Non, je les connais. Vous les connaissez déjà? Oui, je les ai déjà découverts, mais disons que ces années-là, ce sont des années extrêmement où je lis beaucoup. Ce qui change, c'est le rythme de lecture. Ah, c'est le rythme de lecture. Oui. Et vous lisez aussi des auteurs gabonais? Des auteurs de... Non, parce que pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est au contraire aussi, dans ces années-là, je vais les découvrir, surtout à partir de la classe de première, parce qu'il n'y a pas d'auteurs gabonais au programme, c'est essentiellement des auteurs français. Français? Et puis, je commence, moi, à tomber sur des livres d'auteurs africains, pas d'ailleurs gabonais spécialement, mais d'auteurs africains. Même si c'est en première que je vais rencontrer véritablement un auteur gabonais sous la personne de Laurent Ohondo et de son roman Au bout du silence. Ça reste le premier auteur marquant. On avait déjà eu des auteurs gabonais, mais c'était dans des petites, des poèmes qu'on apprenait à l'école primaire, oui. Comme Nduna Depeno, par exemple, voilà, qui est un poète national. Mais ces livres, ils vous emmènent déjà ailleurs. Oui. Votre imagination, en fait, vous commencez, enfin sans le savoir, sûrement que vous allez devenir poète ou écrivain, vous ne le savez pas peut-être encore, mais ça va nourrir votre imagination et
et vous amener donc à tous ces écrits. Absolument. Il faut dire que ce sont donc des années de formation. C'est comme ça que je les vois désormais. La lecture a une place à part entière et comme telle, elle va façonner l'imaginaire qui est le mien, avec ce que ça implique à la fois de l'ordre tout simplement de la formation, mais aussi de l'ordre de la culturation, puisque c'est un imaginaire qui est essentiellement contenu, dessiné, fabriqué par la littérature occidentale en général et française en particulier. Ça fait que cet enfant qui grandit du côté de Mouila, puis bientôt de Libreville, est nourri par des images qui ne parlent que de l'ailleurs, d'autres géographies, des odeurs et des couleurs d'ailleurs qu'il ne connaît pas forcément. Ouais. Oui. Et vous aimez bien, il y a un auteur que vous aimez bien, un auteur français, Marcel Pagnol. Oui. C'est ça. Oui, alors c'est peut-être l'environnement. Ce qu'il décrit, et vous le retrouvez, des choses similaires. Oui, c'est pas mon préféré à l'époque. C'est pas votre préféré. Non. Ah, je croyais. Non, mon préféré, en ce temps-là, c'est Charles Baudelaire. Ah, Charles Baudelaire. Oui, j'ai une vraie admiration à l'époque pour Baudelaire et pour les poètes romantiques que je lis, Lamartine, Musset, par exemple. Mais ce cher Pagnol me ressemble. C'est ce que j'aime chez lui, c'est que... En tant qu'individu. Il abolit, oui, me ressemble parce que d'un point de vue biographique, il aime sa mère, je ne déteste pas la mienne. Vous aimez beaucoup votre mère, vous en parlez. Il lui voue un culte parce qu'il parle quand même du château de sa mère. C'est incroyable. Et à côté, il a un père instituteur. Et il y a une corrélation entre les deux. Le mien l'est aussi. Et Pagnol pratique la chasse, va beaucoup se promener dans la garrigue. Moi, je traîne énormément dans les plaines. Et on a tous les deux des papas qui ont aussi des velléités de chasseurs. Donc, je vais être frappé quand je vais découvrir ce Pagnol par la ressemblance, parce que le lisant, j'avais l'impression de lire ma propre vie ou la vie d'un enfant de mon âge à Mouila. Et là, je me disais qu'on abolissait, je ne le disais pas avec les mots que j'ai aujourd'hui, mais j'avais l'impression qu'on transplantait ou que les géographies, les territoires, les espaces et les expériences se ressemblaient. Voilà, par la littérature, la distance semblait être abolie. Donc, j'étais vraiment fasciné par ça. Alors après, donc vous entamez donc au lycée donc des études. Vous passez votre bac et puis vous allez commencer donc des études de philosophie et vous devez les terminer donc en France. Alors là, c'est un autre exil. S'il y avait, comme vous le dites, le petit exil, là, c'est vraiment le grand exil, parce que là, vous vous retrouvez sur une terre inconnue. Malgré donc les livres complètement inconnus, donc sans votre famille, donc vous avez 25 ans, et il y a quand même la douleur donc de la perte. Et puis le manque de votre pays natal. Et puis il va falloir, donc il y a l'exil, il y a apprendre la langue également, donc c'est quand même terrible. Vous êtes déraciné. Oui. Bon, la langue, je l'ai, je l'ai. Et en revanche, j'abandonne une langue derrière que je ne parlerai plus. Vous ne la parlez plus, même maintenant? Je sais pas. Non, parce que dans mon environnement, il n'y a pas grand monde qui parle pour nous. Non, dans votre environnement ici, d'accord, mais si vous retournez au Gabon... ça peut arriver, oui. Oui. Est-ce que vous avez des frères en France? Non, ils sont tous au Gabon et j'ai trois sœurs ici, mais qui sont dans d'autres villes, et qui ne parlent pas forcément la langue, à l'exception de l'une d'elles, mais on s'exprime tous en français, essentiellement. Ah oui, mais vous auriez pu garder. Oui. Ah, vous auriez pu garder. Mais ça dit quelque chose aussi de nos générations, de la place prise par le français dans notre éducation.
Oui, parce que c'était la colonisation. On sort de la colonisation et tout se fait en français, donc y compris le système scolaire, oui, avec une interdiction de parler ouais. nos langues maternelles, si je peux le dire, je puis le dire comme ça, avec cette idée aussi que ce sont des langues, d'ailleurs on disait villageois quand on parlait cette langue, ce qui était une insulte quand on parlait nos langues. Oui, alors quand on venait à la capitale, fallait pas parler. Tout l'effort, pas qu'à la capitale, partout. Cette langue, on la laissait bien loin derrière lorsqu'on devait se rendre à l'école. Et on ne grandit pas avec... disons que ça peut être changé aujourd'hui, je ne sais pas, mais on n'avait pas un rapport qui consistait à valoriser nos langues. Nos langues étaient perçues comme quelque chose d'arriéré et il fallait absolument, d'une certaine manière, s'éloigner d'elles. C'était un peu l'éducation qui était la nôtre. Il y a quelques familles qui ont réussi à les préserver, mais il n'y avait pas de politique, je veux dire, culturelle, générale, scolaire, pour les valoriser d'une manière ou d'une autre. Après, c'est la famille. Je pense que c'est les grands-parents, c'est les parents qui peuvent continuer, qui peuvent essayer donc de maintenir. Alors, et je vous cite le sentiment, oui, vous dites, le sentiment de mener une vie rétrécie me plonge dans une profonde mélancolie. Vous écrivez ça dans plusieurs manuscrits, dont L'autre rivage de la nuit, en 2017, publié en 2021 aux éditions Unicité. C'est ça. Oui. Oui, c'est là, voilà, ça vous plonge dans une profonde mélancolie. Et donc après, alors au départ, vous restez, plusieurs années. En fait, dans la banlieue parisienne ou Paris, je suis resté deux ans à Paris et ensuite la banlieue parisienne. La banlieue parisienne. Et puis après, vous allez commencer une série de voyages. Vous allez découvrir un autre village, un autre visage de la France, des villages, des montagnes, des rivières. Absolument. Et qui vous ramène à votre enfance. En fait, vous allez rechercher quelque chose. Vous allez rechercher donc votre passé, en fait votre enfance pour pouvoir vivre. Ouais. Au départ, je ne cherche pas parce que je ne connais pas grand-chose, mais je pense comme tous ceux qui arrivent de loin et qui ont comme ça un mirage, c'est Paris. C'est Paris, oui, Paris la capitale. Paris. Et en plus, nous on vient pour étudier, donc c'est Paris et c'est Paris qui est souvent chanté, à l'exception de si on accepte Pagnol, par exemple, la ville littéraire par excellence, c'est Paris. Et puis, on arrive là, quand on est étranger, en tout cas comme moi, ce n'est pas tout de suite que je sors de l'Île-de-France. Je vais rester près d'une dizaine d'années sans quasiment sortir de l'Île-de-France. Une dizaine de... Oui, on accomplit une vie facile comme ça en Île-de-France, sans soupçonner tout ce qu'il y a en dehors. Et je ne suis pas donc allé chercher quelque chose de façon consciente. Au départ, je sors de là, emmené par une amie, je sors de là et puis je me rends compte peu à peu de ce qui me manquait à ce moment-là, parce que pour la première fois, je vais être véritablement confronté au paysage, être confronté au bocage normand. Je vais revoir des bêtes. Des bêtes, c'est pas la chose quand même qu'on voit le plus ici. Je vais voir des grands paysages, je vais voir des champs. Et à partir de là, je vais commencer à comprendre qu'en réalité, la chose qui me rendait le plus triste du côté de l'île de France, c'était peut-être cet environnement qui m'était assez familier, qui était un environnement beaucoup moins urbain. Oui, puisque c'était la campagne. Tourné, oui. Donc ça vous rapproche, voilà, vous recherchez. Et ça va me donner ensuite envie de connaître davantage. Et donc de m'éloigner. D'autres régions, de vous éloigner. Et donc vous aimez donc explorer donc les paysages, les lieux, les gens et leur vie, de s'ouvrir à d'autres horizons, en fait. Oui, ça me rend curieux. D'ailleurs, vous ne cessez de répéter, on peut le voir donc dans vos livres, je vais les citer, que c'est par la terre qu'on habite un pays. C'est par la terre, oui. C'est par la terre. Oui,
Par la terre qu'on habite un pays, en marchant. En marchant. Ouais. En regardant. En fait, c'est ça, c'est regarder. Voir autour de soi. C'est ça. Observer. C'est ça, parce qu'on tombe, on tombe sur des choses qui existent et qu'on ne nous aurait pas forcément montré, et surtout quand on vit comme nous en Île-de-France. Et aussi parce que la terre, je la trouve accueillante au-delà des hommes. Je veux dire que quand je parcours ces milieux, il y a des choses qui sont là. Il y a une architecture, il y a des modes de vie qu'on voit comme ça dans le bâti, qu'on voit d'ailleurs dans le paysage. Le paysage est complètement façonné. Là, je pense à l'Aubrac tout de suite, par des éleveurs, par exemple, et leur bétail. Et ça, je trouve que c'est très accueillant. Et aussi, en marchant dans ces lieux-là, lorsqu'on croise des gens, les gens sont assez curieux. Ils s'ouvrent. Je trouvais incroyable au départ, j'avais quelques appréhensions. Et puis, je trouvais toujours incroyable qu'en traversant, par exemple, le Cosme mes gens, j'arrive par une après-midi et j'ai besoin d'eau, de voir l'accueil que les gens font et proposent parfois même un repos plus long, mais vous pouvez passer la nuit ici. Donc, oui. Ce n'est pas le cas quand on est en ville. C'est pas pareil, non, Voilà, ni en région parisienne. Voilà, quand on est en ville, quand on est en région parisienne, ça change un peu parce que ici, j'avais plus l'habitude confronté aux gens qui changent de trottoir si on se croise à une certaine heure. Et là, j'arrive dans des lieux où il y a des gens tout seuls dans leur maison et moi je passe par là et on me propose. Ils vous accueillent. Voilà, à et boire. vous discutez. Et ça, je trouvais ça. Il y a des c'était échanges. fabuleux, oui. Il y a des échanges qui se créent, donc Il y a des comme gens ça. qui sont curieux, qui demandent alors qu'est-ce qu'on fait. D'où vous venez, d'où on forcément, vient, voilà, et puis qu'est-ce qui que vous disent, faites. voilà. Oui, Donc, oui. je trouvais ça Oui, assez intéressant. naturel, en fait, ça se fait donc naturellement. Alors, vous allez publier avec votre dernier recueil 5 poèmes. Donc, le premier est Au-delà. Et au-delà, nos songes Plus d'hiver et le parfum de la terre aux éditions Harmattan en 2018. Alors, c'est un recueil donc de poèmes qui évoquent la douleur de l'exil. Mhm. Et puis l'énigme des ruines, que j'ai beaucoup apprécié. L'énigme des ruines, aux éditions L'Aquin-Fristanaise, publié en mars 2021, qui est un recueil de poèmes évoquant la solitude d'une retraite dans la campagne ariégeoise. L'autre rivage de la nuit, aux éditions Unicité en 2022. Un récit poétique donc, qui parle donc de votre expérience encore de l'exil. Absolument. Avec un post-texte que j'aime beaucoup et qui définit votre recherche, je trouve, votre parcours. D'accord. Quand, comme moi, on est parti depuis 15 ans et que le pays s'efface de la mémoire, que les souvenirs tombent en ruine, que les visages s'estompent comme ombre à la clairière, il reste la possibilité d'écrire pour que le monde ne tombe dans l'oubli. S'il se perdait dans l'oubli, je me perdrais aussi. Sa permanence est aussi mienne en tant qu'être en quête perpétuelle de sens et d'équilibre. C'est bien ça la vie. Oui, Un pour moi. perpétuel, je pense que pour tout le monde, ça devrait, alors je ne vais pas imposer, mais ça devrait être une quête de sens et d'équilibre. Oui, je pense fondamentalement. Et je trouve c'est très beau cette phrase. Voilà. Fondamentalement, Fondamentalement. on n'est pas assuré, même d'un point de vue philosophique. Là, je pense tout de suite aux philosophes. Je pense à Kierkegaard, je pense à quelqu'un comme Pascal, avec cette inquiétude qui le ronge et qui l'habite perpétuellement. Et je crois que dans l'existence, nous la passons un peu comme ça. En situation d'exil, on est constamment sur le fil. Oui. Parce que finalement, on a quitté un lieu, on n'est pas tout à fait arrivé dans l'autre. Mais après, on va s'approprier, en au fur et à mesure, on va s'approprier le lieu. On même.
Est-ce qu'on est s'approprier- toujours entre les deux? Oui, moi, Toujours. en tout cas, là, le sentiment que j'ai, c'est l'entre-deux. Et en revanche, je crois qu'on essaie d'apprivoiser, de se laisser apprivoiser aussi Oui. par, je pense là à Saint-Exupéry et au Petit Prince, avec cette idée qu'on essaie de devenir quelque chose d'unique pour un lieu, pour des gens, et en retour, ce lieu et les gens deviennent aussi quelque chose d'unique pour nous. Donc c'est une relation qu'on essaie de bâtir. Mais ça reste une relation qui, à mon sens, est très précaire parce que... Pourtant, vous avez dit, vous avez rencontré les gens, donc Ah oui. il y a bien eu Oui. une transmission, il y a bien eu Oui, mais ça un ne suffit. échange. Est-ce que ça suffit pour nous assurer de tout qu'on vit? Là, moi, je pense beaucoup au discours politique. Je n'ai pas abordé la politique. Alors, oui, Ouais. moi, Ah. j'y pense. Existentiellement, on a oui. toujours Ah, mais comme ça alors quelque là, chose c'est- qui nous tient Oui. dehors. C'est-à-dire que quel que soit l'effort qu'on peut faire, on va rencontrer des gens. Là, vous voyez, on a un échange. Et puis, je vais ouvrir mon poste de télévision ce soir. Je vais entendre des choses. Et ces choses-là, forcément, elles vous Oui. expulsent. Ce sont des discours Complètement. qui vous tiennent au Faut dire que la politique, oui, elle est pas très belle. La politique est pas très belle, et Non. surtout en ce moment. Je sais pas de tout temps, mais pour moi, la politique, c'est pas comme au temps des Grecs, voilà, la citoyenneté, la Ouais, ces prise de questions, Ça ouais. n'a rien à voir là. Enfin, je pense qu'on est dans une autre ère maintenant. Mais effectivement, elle nous tient. Oui, on peut pas. Oui. Si on ouvre son poste de télé, comme vous dites, ou si on écoute la radio, voilà. Oui, ça Alors peut là, devenir très vite alors, et très compliqué. Alors, ça peut être, très compliqué. Et c'est ça qui, en fait, c'est ce qui amène à se poser Oui. la question finalement, d'où suis-je et qui suis-je? Parce qu'on peut essayer de s'approprier des lieux, mais cette question de l'identité, ce qui demeure permanent, c'est le lieu d'où on vient. De celui-ci, personne ne peut vous expulser. Oui. Vous voyez, je ne suis Oui. pas expulsable du Gabon. Et personne ne pourrait m'enlever ce qui fait le Gabonais en moi. En revanche, il est assez compliqué d'être ailleurs et d'essayer de se faire accepter ou de se faire une place. Ça, De se faire une... Oui, d'où la d'accord. fragilité aussi qu'il peut y avoir. Oui, j'entends votre propos. Et puis, donc, le cinquième, votre cinquième recueil, on va bientôt en parler, là, Cahier d'adieu à la mélancolie. Donc je dis, alors, donc toujours publié aux éditions La Franquistanaise, paru en mars 2024, couverture et dessins qui sont de Prajna Yoon, qui est une Coréenne. C'est ça. Et ensuite, vous allez passer à un roman. Moi, je dirais plutôt que moi, je l'ai pas reçu comme un roman, mais comme un récit, comme un récit poétique, autobiographique, celui qui enjambe le monde, Tu as qui fait est de moi un... celui. Oui, tu as fait de moi celui qui enjambe le monde et qui est un magnifique hommage à votre mère et qui a obtenu le prix FEDCAM cette année dans la catégorie poésie. Et c'est vraiment donc un très bel ouvrage. Et votre mère vous tient à cœur. Elle est partout. Publication de revues. Vous publiez donc, vous participez à des publications donc de revues. La revue Débridée numéro 2, Poétiser le désert en juin 2022. Je vais pas toutes les citer. Il y a la publication de votre texte La grammaire est un autre pays. On parle, donc là, important, dans le 6e numéro de la revue Docré-JS. Docré-IS, apparaît en 2023. Ça vient de paraître. Là, ça vient de paraître. Et une contribution dans l'anthologie de la poésie La prose du monde, dirigée par Jean-Pierre Chambon. Chambon, oui. Aux éditions Voix d'encre. Voilà, aux éditions Voix d'encre. Et alors, donc, quand je vous ai présenté, j'ai dit donc poète gabonais, voilà, philosophe, écrivain, et aussi éditeur. Mais vous êtes co-éditeur d'une jeune maison d'édition, la Quinfristanaise,
D'ailleurs, alors avec intitulé Mêler les voix, réenchanter le monde. Alors déjà, la première question, donc vous dirigez avec Sarah Combel, que je salue au passage. Salut Sarah. Salut Sarah et un petit bisou à Jazz. La quinfristanaise, ça veut dire quoi? Je me suis posé la question, ça veut dire quoi? Fristanaise, C'est tout simplement un verlan, quinfri. Quinfri, c'est le verlan africain. Je suis un quinfri, moi. Dans la banlieue, en verlan, c'est comme ça qu'on se désigne. Donc je suis un quinfri, mais on a donc imaginé un territoire où habitaient les quinfris et on l'a appelé le Quinfristan. Ah oui, comme Pakistan, on termine en stan, parce que le suffixe stan était intéressant pour nous, puisque d'un point de vue européen, tous les pays en stan sont des pays lointains et ils nous reviennent toujours avec une forme de mystère, mais aussi souvent proche de la violence. Afghanistan, lorsqu'on en entend parler chez nous, c'est qu'il se passe quelque chose. D'accord. Voilà, on a donc pris ce stand parce que c'était intéressant pour nous et on a imaginé le Quinfristan comme étant une sorte de territoire imaginaire où se rencontrent des gens qui viennent de divers horizons. En fait, on avait Saint-Denis, là où Sarah Campbell et moi travaillions ensemble à une époque. On avait ce territoire-là en tête parce que c'est un territoire qui brasse et qui mêle les gens, les cultures, les origines. Et on se dit, donc notre maison d'édition devrait ressembler à ce Quinfristan, à ce territoire-là. Et donc on l'a appelé au Quinfristan. Et comme on voulait une femme pour symbole, c'est une habitante du Quinfristan, donc elle devenait la Quinfristanaise. Ah, d'accord. Et elle porte dans sa coiffe, elle porte le monde. C'est elle ce qu'on porte voit le monde. dans le logo, oui. D'accord. Et vous intitulez, c'est pour ça, Mêler les voix, réenchanter le monde. C'est très beau. C'est toute l'idée, voilà. C'est toute l'idée. Mêler les voix et avec l'utopie de dessiner d'autres possibles. Donc un monde plus tolérant. Mais, un monde, bah oui, le monde plus de ouvert, demain. plus accueillant. Le monde de demain, alors. Celui qu'on remet irrémédiablement à demain. Oui. Voilà, ça veut dire que toujours à demain, à demain, à demain. Oui, en effet. Donc, votre ligne éditoriale, elle est très large. Oui. Très large et multiple. Oui, on peut dire ça. Voilà. On a une affinité avec les questions liées aux marges, aux périphéries, au décolonial et au postcolonial, mais on est ouvert avant tout aussi à la beauté du texte. Donc, lorsqu'on nous propose des choses qui ne rentrent pas forcément dans cette ligne-là, on accepte d'accompagner les auteurs pour peu que les textes nous paraissent beaux et défendables par nous. Oui, c'est ça. Alors, juste un petit intermède musical, donc avec, j'espère que ça va vous plaire, Steve. Donc c'est l'album s'appelle Where the River Bends is Only the Beginning. C'est de Sarah Mancan Sound, qui est en duo avec Dwight Sampi, un bluesman venu du Suriname. Et nous allons donc écouter Some Kinds of New Beginning. Un extrait. Kangaruyu wemedi guliba kode sunni bedenen waki gadwi sita ya salimi zone wa ewe meilibi sama buta denu kangaruyu wemedi guliba kode sunni den waki endi sita ya salimi so de wa emilibi sama butalin
non di volto di libiseme me agoliba da di pauya di de parti kude sei fammi gangaru tastabu di goliba noi limi soni toda vida stavo vendo non di volto di libisame me agoliba di pauya di de parti kude sei fammi ganga Gustavo di Goliba noi limi soni de David stavo Je voulais juste ajouter à propos donc de cet album que ces deux personnes composent en saramacan, langue créole, qui croise des dialectes africains, le portugais et l'anglais. Et ils racontent leur quotidien, les villages inondés sous les barrages, leur mode de vie, menacés par la montée des marées, etc. Donc un très bel album. Absolument. Pour l'extrait en tout cas que j'en ai écouté, c'est très beau. Voilà. Alors maintenant, eh bien, votre dernier recueil, il y en aura d'autres. On dit le dernier, mais donc c'est votre nouveau plutôt. C'est moi qui me suis mal exprimé. Votre nouveau recueil, donc Cahier d'adieu à la mélancolie. Oui. Alors, je me suis dit tout de suite, est-ce que c'est une suite, un aboutissement, une renaissance, une reconstruction, une prolongation de vos précédents recueils de poèmes? Alors là, oui, allez. Oui, Oui, non, allez. je pense plutôt à... Je pense plutôt à une sorte d'ondoyance, si je puis m'exprimer ici. Je crois qu'il n'y a rien de linéaire dans l'idée. Je travaille un motif comme ça, c'est une mosaïque, et à chaque fois, il y a une palette. Voilà, c'est ça, c'est plutôt l'idée, c'est une palette. Et en fonction de cela, il y a des couleurs qui vont sortir à un certain moment plus que d'autres. Je crois, mais c'est résolument c'est le même motif que je travaille. La mélancolie. Oui, c'est cette mélancolie, avec l'idée tout simplement que je fais le deuil je fais le deuil du deuil de la mélancolie, au sens où c'est indépassable. En revanche, est-ce que dans cette réalité qui est la mélancolie et qui a deux visages, parce que c'est un mélange, la mélancolie, de joie et aussi de tristesse, mais c'est peut-être aussi aller regarder du côté de ce qui a été en termes d'éclat, en termes de lumière, en termes de joie. En termes de joie. Alors, pour commencer, donc, pour poursuivre, eh bien, les auditeurs, auditrices, eh bien, vont vouloir vous écouter. Parce que votre poésie, elle est sensible et limpide, et vous savez, je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais vous avez les mots, vous avez le choix des mots, et on ne peut pas être insensible. Quand on vous lit, on est ému. C'est chargé donc d'émotions. Alors, j'ai dit ça, mais donc je vous laisse choisir. Après, on parlera de la construction, parce qu'il y a une construction dans votre recueil. Je sais pas. Ah bah alors vous allez, vous savez pas. Si. Eh bien, vous savez pas. Alors là, c'est pas un piège. C'est pas un piège. Là, c'est un avant-propos. Vous allez lire. J'ai appelé ça un avant-propos. Vous direz dans la construction dans votre livre. Eh bien, lisez-nous le premier avant-propos. Adieu, mélancolie. Adieu, mélancolie. Mélancolie, adieu. Je ne te quitte pas. Je t'emmène avec moi. Que deviendrais-tu sans moi? Non, je ne te quitte pas.
Et moi, qui serais-je sans toi? Adieu, mélancolie. Nous danserons sur les silences, ailleurs qu'ici. Dans le pli entre les notes, ailleurs qu'ici. Notre existence est une longue traversée. Nous n'avons pas su être autre chose que des nomades. Mélancolie, vestige de la lumière, halo de soleil éteint, empreinte de joie laissée sur le sable. Je te parle de toi, frère, avant les jours en cendres. Je te parle de nous, des routes, de la mer et du champ de la terre. Es-tu heureux? Dis-moi. Si tu le connais, partage avec moi le nom du bonheur. Merci Steve Willifried. Alors vous écoutez donc l'émission Tambou Mon Maille Levé, donc qui a lieu tous les vendredis de 15h à 16h et sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et aujourd'hui donc nous avons la joie donc d'accueillir Steve Willifried Mumwangi avec à l'occasion donc de son nouveau recueil de poésie, Cahier d'adieu à la mélancolie. Alors, comment avez-vous construit cahier donc au pluriel? On aurait pu dire aussi feuillet, je ne sais pas. Oui, moi, j'ai dit parce que j'avais l'impression donc de découvrir au fur et à mesure des feuillets. Mais voilà, y a-t-il une construction? Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait une construction. Alors, et puis en plus, vous mettez 1, 2. Oui, il y a 2 cahiers parce qu'on a pour moi on a 2 moments. Il y a un moment qui fait beaucoup allusion au pays. Au moment où je suis encore au pays, j'essaie de me souvenir de ancien. Oui, au moment beaucoup plus ancien. Et dans les seconds cahiers, celui qui s'appelle Géographie de la mélancolie. Donc le premier cahier s'appelle Cahier d'adieu à la mélancolie. Et puis le second cahier, lui, s'appelle Géographie de la mélancolie. Parce que j'ai voulu me souvenir des lieux, et principalement des lieux qui m'auront accueilli en France. Oui, c'est ce que vous avez dit donc tout à l'heure, en parlant de l'Ariège, du Morvan, c'est ça, les lieux. Parce que je marche beaucoup, et là, la marche a une dimension importante dans l'écriture, et je voulais aussi ressortir ça avec cette idée. Hein, on habite une terre. On habite une terre. On habite un pays par la terre, parce que la terre, elle est accueillante. Et dans ces géographies, j'essaie de montrer que autant je suis constitué par des lieux beaucoup plus antérieurs, comme ceux que j'évoque avec Lokodou, avec Mouila, Duronda, et même Libreville d'une certaine manière, autant ici aussi, il y a des lieux désormais dans lesquels je m'enracine d'une certaine manière aussi, parce que je finis par les aimer pour ceux qu'ils me transmettent, pour l'énergie et les vibrations qu'ils me transmettent. Et je pense par exemple à l'Ariège, à l'Aubrac, qui sont des territoires où j'ai chaque fois envie de repartir, comme j'ai envie de repartir au Kodou, à Mouilla. Donc, mais du coup, vous reprenez quand même par rapport à vos autres livres. Alors là, la première partie, c'est bien. J'ai trouvé l'exil, donc votre village, et dans la deuxième partie, je dirais, avec les lieux, c'est en même temps vous dites faire entendre la lumière. C'est peut-être une acceptation, je sais pas, je dis une acceptation, une adaptation, pas une reconquête de soi, c'est pas ça, mais une façon donc de mieux vivre donc en France. Parce que mélancolie, c'est quand même cahier d'adieu à la mélancolie. Et dans vos autres livres, vous êtes quand même mélancolique. Il y a quand même une douleur qu'on ressent. Absolument, il y a l'écartèlement. Et là, je pense, la première partie, voilà, où vous avez l'air oui, comme un tableau. Donc un tableau donc, de votre vie au Gabon. Et avec votre famille, avec les odeurs, les paysages, et puis après, vous êtes apprivoisé, comme vous avez dit tout à l'heure, par les paysages français et par les gens. Oui. Donc il y a une question d'équilibre là. Vous avez trouvé votre équilibre, non? C'est pas un épanouissement?
Je ne sais Hein. pas si je dirais ça comme ça. En revanche, une chose est certaine, c'est qu'il y a l'acceptation, il y a l'acceptation de l'idée que de toutes les manières, je vis ici, je vis en France, et que d'une certaine façon, je suis constitué parce que ça va faire depuis 2002, donc ça fait un petit moment que je suis là quand même. Donc j'aurais passé exactement, quasiment même temps de temps qu'au Gabon. Ah oui, d'accord. Oui, hein, je crois que dans 2 ans, j'aurais passé exactement chose. le même temps au Gabon D'accord. qu'ici, à l'exception du fait qu'au Gabon, c'est une bonne partie de l'enfance s'est déroulée au Gabon. Oui. Une bonne partie de ma formation s'est faite donc là-bas. Mais dans tous les cas, je suis constitué à la fois Alors, de deux identités. de 2 identités. À la fois celle que j'ai forgée qui est au Gabon et celle que j'ai forgée ici. Il y a des lieux qui me paraissent, qui sont importants, qui font partie désormais de moi, de là-bas, mais ici aussi, il y a des lieux qui me constituent foncièrement. D'ailleurs, quand j'étais au Gabon en 2018, je me surprenais en train d'écrire « J'ai envie de rentrer à la maison ». Et alors que j'étais au Gabon, je n'étais pas revenu depuis un moment, et j'avais envie de rentrer parce que quelque chose me manquait de l'autre côté, donc ici. Ah oui. Évidemment, j'ai une famille ici, j'ai des enfants, et puis j'ai des habitudes, j'ai un mode de vie qui est le mien depuis plus de 2 décennies, donc ça me fait, je suis fait de ces 2 réalités-là. Et c'est pourquoi je dis aussi qu'au bout du compte, l'équilibre demeurera précaire, parce que d'une certaine manière, même en rentrant, si ça arrivait que je rentre définitivement, comme on dit, je pense que j'emporterai une partie de ce manque avec moi. J'aurais exactement... Oui, ce serait pareil. Oui, je crois Oui, que ce serait ça... pareil. Au Gabon, vous auriez Oui, la Seine-et-Marne me oui, la manquera, l'Aubrac, la Oui, Riège. oui, d'accord. Je pense que j'écrirai peut-être la douleur de pas Ah revenir oui, la douleur de pas. de pas Ah être oui, en Ariège. oui, d'accord. Oui, je crois résolument que ça se passera comme ça. D'accord. C'est pourquoi je dis que finalement, c'est l'équilibre. C'est un équilibre. Ouais. Un équilibre. Il est précaire. C'est un équilibre, il est précaire. Mais il faut avoir cet équilibre aussi, donc pour vivre bien. Et alors l'importance de l'écriture, vous en parlez tout le temps. Tout le temps dans votre livre. Oui. C'est très important. L'écriture est importante. En fait, l'écriture, vous l'avez eue dès petit, elle n'a de cesse. Elle ne vous quitte pas. C'est une fidèle alliée, c'est une fidèle amie, c'est la confidente par excellence, parce que c'est elle qui nous permet, et c'est aussi le miroir. Vous dites produire de l'écriture, oui, pour ne pas oublier, parce qu'il y a la mémoire, produire de l'écriture, voilà, oui, forcément. C'est l'instant présent, mais en même temps, c'est la mémoire. C'est ça. J'ai une grand-mère qui racontait des histoires et qui racontait les mythes de la lignée, qui racontait notre lignée, qui était elle-même pleureuse et poète. Du coup, moi, je suis allé à l'école et j'ai appris à écrire. Et c'est dans l'écrit que j'essaie de mettre quelque chose de ce que j'ai été. Il y a un désir comme ça de légender ma vie, mettre une légende à cette existence, mais aussi peut-être qu'au-delà de moi, conserver une expérience qui est celle des gens de ma génération, qui à un moment donné ont été amenés à partir, puisque je ne suis pas le seul à être parti, on est nombreux comme ça, et même ceux qui sont restés d'ailleurs, parmi ceux qui sont restés, nombreux ont complètement été extravertis comme moi. Et j'ai besoin de raconter ça. J'ai aussi besoin de raconter, par exemple, une vie à Mouila dans les années 90. C'est quoi une vie à Mouila dans les années 90 ou en 1980? C'est quoi une vie d'un jeune homme qui est là? Dans quoi vit-il? Quelle est la langue qu'il parle? Comment l'éduque-t-on? Et j'ai envie de dire comment on est éduqué. Comment est-ce le soir, on est avec nos parents, nos grands-parents, et que c'est un monde complètement traditionnel entre griffes, donc en tout cas celui qui avait été celui des mères de nos mères, et puis le lendemain, on est à l'école qui, elle, est complètement blanche par ses contenus, et qui nous parle des territoires qu'on n'a jamais vus. Et que beaucoup d'entre nous ne verront jamais, parce qu'ils n'iront pas plus loin que le fleuve.
Et Donc Voilà. en fait, vous voulez transmettre. En fait, vous êtes un peu, vous jouez un peu le rôle de griot. C'est une forme de griot, un peu, oui. un peu parce que c'était oral. Vous le faites par écrit. Donc, On vous essaie, voulez oui, de garder la Donc, mémoire. garder la mémoire. Nous sommes un récit. C'est Ricoeur qui rappelle que être, c'est raconter, être, c'est exister. Et nous sommes Ouais. une créature qui a besoin de se raconter pour se figurer son existence. Et moi, j'ai besoin de ça. Et dans la situation où on part aussi de loin, on a besoin de raconter Oui, cette expérience. Oui. Et raconter aussi à ceux qui Alors sont de l'autre côté quelle est l'expérience de quelqu'un qui est parti de plus. Alors que quelqu'un qui reste, à moins que si on est en province, qu'on arrive à Paris, c'est pareil. Il y aura aussi le problème, entre guillemets, de l'exil, du déracinement, parce qu'on était en province et on voudra aussi raconter dans la ville de province et qu'est-ce qui se passe à Paris. Et des C'est gens une comme autre, Bourdieu, c'est pareil. oui, Oui, Bourdieu a oui, des oui. textes là-dessus. Tout sur à ce fait, oui. déracinement. Alors, la question, pourquoi avoir choisi la poésie, recours au poème, comme moyen d'expression? Recours au poème. Oui, recours au Ouais, je poème. pense à C'est la vous revue. qui dites, oui, recours au poème. Ouais. Oui, il y a un recours au poème. Parce que le Pourquoi poème... le poème? Vous auriez très bien pu écrire aussi des récits. Enfin, bon, là, il y a le récit de votre maman, mais autre chose, on parlait de griot. Peut-être que ça aurait pu être différent. Là, c'est le poème. Le poème, il est intéressant d'une certaine manière parce que c'est des fragments. Et on peut condenser en peu de mots une expérience. D'accord. Fut-elle intense, fut-elle large. Et dans mon cas, ce qui était beaucoup plus simple, quand j'arrivais ici, j'avais souvent sur moi, vous faisiez allusion aux feuillets, j'avais souvent des feuillets sur moi que je bricolais moi-même, que d'accord. j'agrafais. Comme un petit carnet. Voilà, et je faisais mes propres carnets comme ça, et ça me permettait, puisque je passais pas mal de temps dans l'administration, dans les transports, Dans les transports. et ça me permettait de consigner cette existence à un moment où je n'avais personne à qui la confier, à l'exception d'une psychologue vers laquelle j'avais orienté. J'avais été orienté. Je ne suis pas allé plus loin que le premier rendez-vous avec elle, parce que ça me faisait plus de bien de discuter, de parler. Je trouvais impersonnel la relation à ma psychologue. Je viens d'un coin où on parlait à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs, à ses amis. Oui. Et puis là, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas Voilà. du tout, à qui Oui. je devais confier mon je suis d'accord désarroi. avec vous, Donc oui, non, oui. j'ai choisi de parler à l'écrire puisque je à vos savais le feuillets. faire. Voilà. Voilà. Et ça, Ouais. c'est une expérience, elle était incommunicable, et dans la poésie, je pouvais la communiquer. D'accord. Donc c'est comme ça que vous êtes allé donc vers cette forme d'expression. Et c'est pour ça, sans doute, je fais de la poésie depuis, bien avant ça, mais elle a pris Mais de elle a l'ampleur pris à ce d'ampleur. moment-là, oui. D'accord. Beaucoup d'ampleur. Alors, l'émission donc va bientôt se terminer. Quels sont vos projets? Parce qu'un livre sur votre mère, je me suis dit, votre papa, on en parle, voilà, c'est un homme qui doit être sérieux, qui était donc instituteur, donc qui transmettait donc Le savoir. le savoir. Donc voilà, énigme. Je ne sais pas. Non, Peut-être c'est pas une énigme, c'est que on écrit, et comme je dis, je reviens aussi sur des motifs, et j'écris des choses en fonction des moments, et il y avait cet appel de la mère qui fait que j'ai eu besoin d'écrire, parce qu'elle appelait sans cesse de là où elle est, et j'ai fait un livre quasiment en même temps pour mon père, qui s'appelle Sur la route des chimères. Je dévoile sur le la titre. route des chimères. Oui. Donc, vous allez bientôt donc le sortir. Peut-être en 2025, on Comme aura... ça, on connaîtra donc votre père. Voilà, je reviens. C'est sa Je figure le voyais qui est plus là. une figure autoritaire, plus moins communicatif, plus taiseux. Ah oui, C'est moi qui m'ai dit. Non, parce c'est un que taiseux, c'est en vrai. Non, en c'est pas lisant faux. vos livres, je me suis dit, tiens, il doit être, alors que votre mère plus expansive, Oui, il ressemble. chaleureuse peut-être. Non, il ressemble voilà. chaleureux, papa l'est, mais il ressemble au père avec une certaine distance, avec un silence grave. Ah Et lorsqu'il parle en général, il profère souvent des conseils, de la D'accord. leçon. C'est le guide en fait. C'est le guide, voilà. Donc c'est pas la même approche. C'est pas la même approche
que la mer. Alors, juste une dernière question. Est-ce que l'écriture est salvatrice? Disons que c'est une embarcation qui permet d'aller à travers la tempête. Voilà, d'aller à travers l'océan. C'est une embarcation. C'est une embarcation. Bah, c'est très beau. Vous êtes un passeur de mots, Willy-Fried, parce que vous appelez Steve Willy-Fried, mais en fait, on vous appelle Willy. Oui, moi je suis Willy. Vous êtes Willy. Alors, votre actualité, là, vous êtes au salon du livre Sarah Combillet déjà, aujourd'hui, au salon de l'autre livre, au Palais de la Femme. C'est ça, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Alors, n'hésitez pas, il fait beau, donc le salon donc est ouvert donc de vendredi à dimanche. Allez aux éditions frankistanaises, la Quinfristanaise, voir donc Willy et Sarah. Eh bien, merci beaucoup. La semaine prochaine. Et la semaine prochaine à la librairie Calypso. Ah oui, à la librairie Calypso à 19h. Donc, c'est rue Gassendi. Je crois que c'est 34 rue Gassendi. Eh bien, merci beaucoup, Willy. Donc, nous avons passé un très bon moment. Vous écoutiez l'émission Tambour Maille Levé, donc tous les vendredis de 15h à 16h. Eh bien, très bon week-end et à la semaine prochaine. Martinique, levez debout pour un chimère. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour un chimère. C'est devant nous caler, Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour un chimère. C'est devant nous caler, vendant vous elle roule nous caouler. Martinique, levez debout pour un chimère. Humanité et justice, nous les nous debout, jadis nous péquer la Martinique, guerre. levez debout pour un chimère. C'est pas la pitié nous commander, c'est du vrai respect nous les souffler. Martinique, levez debout pour un chimère. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait fanon.